TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur TPT+. Madame, Messieurs, bienvenue et ouvrons ce journal par ces titres. Dans la poursuite de sa visite officielle à Rome, en Italie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le président de la République d'Italie ainsi que la présidente du Conseil des ministres dans le cadre de la coopération Congo-Italie. Au Sénat, deux projets de loi ont été examinés et adoptés au cours d'une séance sénatoriale à Brazzaville sous l'égide de son président Pierre Ngolo. Et puis la journée internationale des aides-soignants a été célébrée le 26 novembre à l'échelle mondiale. Nous parlerons également de cet épineux problème de l'état de dégradation très avancé du réseau routier de Pointe-Noire, justement à hauteur de Font Tchétché. Ouvrons ce jour. Suite à sa visite officielle effectuée à Rome, en Italie, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu un entretien avec le pape François hier, lundi 25 novembre 2024, au Vatican. Entretien orienté sur des questions environnementales. Plus de détails dans ce reportage. Ce lundi 25 novembre, il est 7h45. Le cortège présidentiel arrive au Saint-Siège. Le piquet de la garde suisse est bien rangé pour les honneurs au président de la République du Congo qui a rendez-vous avec le souverain pontife. Denis Sassou Nguesso, qui est accompagné de son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, est salué par le régent de la maison pontificale, Monseigneur Leonardo Sampieza. L'instant est solennel quand le chef de l'État fait son entrée dans la bibliothèque apostolique du Vatican où il est reçu par le pape François. Une poignée de main chaleureuse entre les deux dignitaires marque ce moment historique. Ensuite, Denis Sassou Nguesso présente son épouse au souverain pontife, Madame Antoinette Sassou Nguesso, catholique dévouée dont l'œuvre à travers la Fondation Congo Assistance est illustrative de son engagement pour le bien-être social. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, se retrouve en entretien en tête-à-tête plus tard avec le pape François. Pas un seul mot de cette audience privée qui dure 25 minutes. On peut imaginer que les deux hommes ont évoqué les questions d'intérêt commun, notamment la vie de l'Église au Congo, la question de la préservation de l'environnement et la paix en Afrique. Aussi, Denis Sassou Nguesso, qui mène un combat depuis plusieurs années pour la protection de l'environnement, a-t-il remis au souverain pontife un ouvrage qu'il vient de publier intitulé « Au fil de l'eau » qui soulève la problématique de l'écologie, un sujet que le pape affectionne bien. Au cours de cet entretien, le président de la République, faut-il le souligner, a plaidé pour la béatification du cardinal Émile Biayenda et la création d'un nouveau cardinal au Congo. Un sujet que le chef de l'État a évoqué par la suite au cours de l'entretien avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. En janvier prochain, le ministre des Affaires étrangères du Vatican est attendu à Brazzaville pour apporter une vitalité à l'Église catholique qui totalise 141 ans d'évangélisation cette année. Restant dans ce contexte, en visite officielle en Italie, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu de fructueux entretiens le lundi 25 novembre 2024 à Rome avec Sergio Mattarella, président de la République italienne, puis avec Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italien. Au menu de ces entretiens, des questions bilatérales et multilatérales ont été évoquées. Reportage. C'est sous escorte que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive lundi après-midi dans la cour du Quirinal, résidence officielle du président de la République italienne, érigée sur une colline qui surplombe la ville de Rome. Le chef de l'État passe avec sérénité la haie d'honneur au bout de laquelle il est accueilli par son homologue Sergio Mattarella, président de la République italienne depuis 2015.
L'entretien entre les deux hommes est une occasion de revisiter la coopération bilatérale et multilatérale entre le Congo et l'Italie. Classé parmi les pays prioritaires dans l'exécution du plan Enrico Mattei, du nom du fondateur de la société pétrolière Eni, le Congo et l'Italie sont en train de mettre en œuvre de nouveaux programmes de développement stratégique dans plusieurs domaines de coopération, notamment l'énergie et l'hydraulique, la santé et l'agriculture. Après le Quirinal, Denis Sassou Nguesso est reçu par la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Le Congo et l'Italie ont décidé d'inscrire leurs relations dans un nouveau paradigme basé sur la coopération gagnant-gagnant, pas d'approche prédatoire ni paternaliste. Giorgia Meloni s'est engagée à faire du développement de l'Afrique l'enjeu principal de son mandat à la tête du gouvernement italien. Aussi, le Forum de coopération économique Italie-Afrique tenu en janvier dernier à Rome avait-il permis de mobiliser une bagatelle de plus de 5 milliards d'euros en faveur du continent africain destinés aux secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'eau, l'éducation, la santé et l'agriculture. Au terme de ces entretiens entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et les plus hautes autorités italiennes, tout laisse croire que l'axe Brazzaville-Rome se porte bien. La journée internationale des aides-soignants, célébrée dans le monde entier le 26 novembre de chaque année, est une occasion qui vise à promouvoir le métier d'aide-soignant dans le but de mettre en valeur les aides-soignants. À cette occasion, cette journée a été placée sous le thème « Réduire les risques de violence et d'agressivité ». Plus de détails dans ce reportage d'Elvira Ngoutou et Nissa Ganga. Un aide-soignant est une personne qui participe aux soins et au bien-être des patients en collaboration avec un professionnel de santé. C'est à l'occasion de cette journée que Phosphoria, autrefois appelée Trilogie Santé, qui est un organisme de santé certifié, avait organisé les journées de formation des aides-soignants 2024, JFAS en sigle, afin de former les aides-soignants, les infirmiers et les infirmières. Cette journée a pour objectif de reconnaître le travail des aides-soignants et de mettre en lumière leur contribution essentielle à la société. Il sied de noter que leur rôle consiste à accompagner les patients ainsi que leurs proches durant toute la période de convalescence, assurer l'hygiène et le confort des patients selon la recommandation médicale et les consignes du personnel soignant, à domicile ou en centre d'accueil. C'est dans cette même optique que leurs missions s'inscrivent dans le cadre de prendre soin des patients atteints de maladies aiguës ou chroniques, des personnes en situation de handicap ainsi que des personnes âgées, des nourrissons, des enfants et des adolescents. Malheureusement, force est de constater que la plupart des aides-soignantes ne sont pas considérées et respectées dans la société, les traitant ainsi souvent de laveuses, toiletteuses ou pire encore. Rappelons que le métier d'aide-soignant requiert des qualités comme une grande empathie, une discrétion irréprochable, une bonne gestion du stress, un bon sens d'accueil, d'écoute, une disponibilité et la liste est loin d'être exhaustive. En conclusion, c'est à l'occasion de cette journée que les aides-soignants doivent reconnaître leurs propres valeurs et mettre en lumière leur travail afin que l'État reconnaisse la valeur de leur travail pour les intégrer dans la fonction publique. Des passeports numériques aux applications qui annoncent les alertes aériennes ou permettent aux conscrits de mettre à jour leurs informations dans le registre de conscription. L'Ukraine est aujourd'hui un leader mondial dans le domaine de la numérisation des services gouvernementaux. De Kiev, Lysia Bakele explique comment l'invasion de la Russie a encouragé l'Ukraine à numériser ses services. Suivez. En seulement 6 ans, l'Ukraine est passée de la 102e à la 5e place parmi les 193 pays du monde dans la catégorie de l'indice des services en ligne dans l'enquête des Nations Unies sur l'administration en ligne. L'Ukraine ne peut pas s'évaluer elle-même. Seuls les experts d'autres pays le peuvent. Nous sommes très heureux d'avoir obtenu la 5e place.
Pendant plusieurs années consécutives, l'Ukraine a été à la fin du classement. Valeria Tchar attribue la volonté de l'Ukraine de numériser les services gouvernementaux à une application mobile et à un portail appelé DIA, qui signifie action en ukrainien. Il suffit aux Ukrainiens d'avoir l'application DIA sur leur smartphone et tous les documents sont disponibles en ligne, de sorte qu'ils peuvent les présenter à n'importe quel organisme d'État. Les Ukrainiens peuvent enregistrer une entreprise ou même se marier en ligne grâce à DIA. Avec la guerre, les personnes déplacées peuvent s'inscrire auprès de DIA et recevoir une aide financière. Il existe également un programme de restauration des biens endommagés par les hostilités. La guerre a également entraîné le développement d'applications comme Air Alarm. L'application notifie en temps réel les dangers éventuels des missiles, d'armes chimiques ou nucléaires dans une région donnée. Ajax Systems, une société spécialisée dans les systèmes de sécurité, est l'un des développeurs de l'application. Auparavant, les habitants se fiaient aux sirènes de rue activées depuis des endroits cachés après avoir reçu des alertes de l'armée de l'air. Un agent des services active les alarmes des rues mécaniquement en appuyant sur les boutons. Nous avons donc développé un programme qui permet à une personne en service d'activer l'alarme à l'aide d'une application. Il y a environ 24 millions de téléchargements d'applications, indique Richenko. Dans le monde, il n'existe pas de solution similaire pour autant de personnes. Avant l'invasion massive, c'est en Israël que l'on trouvait l'application la plus célèbre avec alarme aérienne et la carte des abris. Mais l'échelle est différente. De nouvelles applications ont également aidé l'armée ukrainienne à rationaliser une grande partie de sa paperasserie administrative. L'application Réserve Plus est le produit le plus populaire du ministère de la Défense. L'objectif est simple, mettre en ligne tous les services de nos centres de recrutement et de nos bureaux d'enrôlement. Les hommes en âge de circonscription peuvent désormais utiliser une application pour mettre à jour leurs données, comme l'exige la loi. En outre, nous avons récemment lancé la possibilité de choisir des postes vacants dans l'application et de rejoindre volontairement les rangs de toutes les forces de défense. Katerina Tchernorohenko affirme que toutes les données sont bien protégées. Elle ajoute que la guerre a créé des conditions qui ont rendu plus urgent le développement de nouveaux produits numériques, un défi que l'Ukraine a dû relever tout en étant sous le feu de l'ennemi. Revenons au Congo-Brazzaville. C'est sous le haut patronage du président du Sénat, Pierre Ngolo, que les sénateurs ont examiné et adopté 2 projets de loi au cours d'une séance sénatoriale. L'un portant sur la création de l'agence d'appui à la décentralisation et au développement local, initiée par le ministre délégué en charge de la décentralisation, Juste Désiré Mondélé. Et le second, proposé par la ministre en charge de la recherche scientifique, Edith Delphine Emmanuel, portant sur la création du centre multiservice de valorisation et de ressources. Suivez ce reportage. Placée sous la houlette du président du Sénat, Pierre Ngolo, cette séance plénière a permis aux sénateurs d'examiner et d'adopter 2 projets de loi. Le premier porte sur la création de l'agence d'appui à la décentralisation et au développement local, défendue par le ministre Juste Désiré Mondélé, qui, selon lui, cette agence vise à faciliter la recherche de financement nécessaire au développement local. Cette agence, c'est une forme de bureau technique d'études, de cabinet conseil capable d'aider les collectivités locales à la fois à mettre en place leurs projets de développement locaux et aussi à rechercher les moyens de partenariat, de financement des projets. Le second projet de loi, présenté par la ministre en charge de la recherche scientifique, Edith Delphine Emmanuel, concerne la création du centre multiservice de valorisation des bioressources. Ce centre a pour entre autres missions de dispenser des formations de qualité aux futurs diplômés du secteur agroalimentaire. Tous les aspects liés à l'économie, à la sécurité, donc le personnel que nous allons désigner devrait pouvoir ensuite renforcer ses capacités pour que l'on puisse avoir les managers. Le CNVB
a de chances de jouer sa partition dans l'écosystème de la recherche scientifique et du développement de notre pays que si les managers sont formés selon des exigences tout à fait singulières et différentes de celles qui sont celles des établissements publics ordinaires. Ces projets de loi visent à répondre aux défis de la décentralisation et à valoriser les ressources nationales, contribuant ainsi au progrès socio-économique du Congo. À Pointe-Noire, c'est ce mardi 26 novembre que nous sommes descendus sur les lieux pour constater l'état de cette avenue, dite avenue de l'Indépendance, précisément au fond Tchétché, où la dégradation de la route a atteint un niveau très avancé et suscite la plainte des populations. Suivez ce reportage d'Eden Clémence Bontaba, Rudy Gloire Maswangui et Nice Ganga de TPT+, Pointe-Noire. L'avenue de l'Indépendance présente actuellement un état de dégradation alarmant à hauteur du fond Tchétché, ce qui constitue un problème majeur pour la circulation des véhicules et même des piétons. Avec les pluies persistantes de ces derniers jours, les choses ne font que s'empirer. Non seulement avec beaucoup de nids de poules, mais aussi avec une grande quantité de boue tout au long de ce chemin. Cette situation perturbe la tranquillité d'esprit des populations et les laisse sans voix. D'où certains moyens de transport en commun sont obligés de contourner par l'avenue Blanche-Gomez afin de rejoindre la route principale. Déjà que sur ce chemin, il manque le passage des piétons. La circulation devient presque impossible et s'ajoute le problème de morcellement d'itinéraires, ce que nous appelons couramment par des mi-terrains. La population peine à se déplacer, surtout ceux qui habitent Mpaka et Patra. Même le parking de Patra se retrouve pris dans des eaux profondes. Et c'est dans la fureur de ces populations que surgissent les interrogations en vue de savoir où est donc passée la municipalisation de la ville de Pointe-Noire. N'est-elle pas au courant de ce problème qui devient un véritable casse-tête ? Face à cette situation, nous osons juste croire que les autorités habilitées pourront revoir le cas de cette route et apporter des solutions appropriées. Restons à Pointe-Noire suite à d'innombrables pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville océane. Il est d'un enjeu capital d'éveiller la conscience de tous face à ce phénomène qui résulte du réchauffement climatique et qui cause de nombreuses inondations. Suivez ce reportage de Maurice Bikindo de TPT+, Pointe-Noire. Après plusieurs pluies diluviennes qui s'abattent continuellement sur la ville océane, causant d'innombrables inondations, force est de constater que le réchauffement climatique, l'un des sujets mondiaux qui fait débat, en est la cause même de la dégradation du climat. En effet, il est constaté actuellement une perturbation climatique qui entraîne des précipitations qui s'abattent 2 jours sur 3. Ce rythme irrégulier du changement climatique pèse de plus en plus sur la ville qui aurait déjà connu plusieurs cas d'inondation mettant en péril la vie des populations. Dans les quartiers périphériques tels que Tchali, Tister et Ngoyo, ainsi que dans certaines zones du centre-ville, ces pluies causent de sérieux dégâts provoquant ainsi la dégradation des routes et bien d'autres. À Tchali et Ngoyo, après la pluie survenue le 24 novembre dernier, les artères principales de ces quartiers se sont retrouvées complètement inondées. De ce fait, lors de la COP29, ce problème d'inondation a été abordé, notamment dans les pays tels que l'Espagne, la Floride et la Caroline du Nord qui actuellement connaissent plusieurs cas d'inondation et d'incendie de forêt. Ce faisant, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère atteignent des niveaux records et les émissions continuent d'augmenter, ce qui entraîne le réchauffement planétaire se manifestant par de fortes chaleurs et de fortes pluies. À ce titre, une grande partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre provient de l'utilisation de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Pour son compte, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a martelé lors de la COP29 sur la préservation de l'environnement afin de lutter contre le réchauffement climatique.
Rappelons que l'impact du réchauffement climatique n'est pas juste un problème que les humains doivent s'inquiéter pour eux, mais chercher aussi à préserver la biodiversité, notamment la faune et la flore. À Brazzaville, une visite de travail a été effectuée dans la matinée du 25 novembre 2024 par le député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, au centre-ville de Brazzaville, dans le but de contrôler les travaux qui se font à hauteur de l'avenue Joseph Sissot, qui relie le bassin du ravin de la Mission au collecteur souterrain sous la corniche de Brazzaville, allant jusqu'au fleuve Congo, afin de drainer les eaux de pluie du quartier OCH et du boulevard Denis Sassou Nguesso dans le fleuve Congo. Reportage. Il est 13h lorsque le député maire de Brazzaville arrive sur ce chantier où s'exécutent les travaux de construction de l'ouvrage enterré traversant l'avenue Saint-Saul au centre-ville à quelques mètres de la mairie centrale. Cet ouvrage, long de 200 mètres, sera raccordé à un collecteur souterrain se trouvant à la corniche, permettant ainsi à drainer les eaux provenant de plusieurs quartiers du centre-ville jusqu'au fleuve. Gouverné par la preuve, une approche mise en œuvre par le député maire Dieudonné Bantsimba qui a voulu une fois de plus toucher du doigt les réalités de ce chantier. Il fallait construire un ouvrage enterré d'une section de 3 mètres par 2 qui devrait relier le bassin dont j'ai parlé, un bout de collecteur qui était déjà construit à l'époque de la construction de la corniche. L'exécution de ces travaux est déjà estimée à 90% et l'ouvrage pourrait être livré dans quelques semaines, a signifié le directeur général de la société Vicenta en charge des travaux. On vient de raccorder l'ouvrage. Il nous reste 2 points à traiter, notamment la jonction entre l'ouvrage que nous avons construit nous et l'ouvrage en attente sous la corniche. Et la semaine prochaine, nous allons traiter la jonction entre le bassin et le nouvel ouvrage que nous venons de construire. Le député maire de Brazzaville, pour sa part, rassure les citoyens de la ville capitale de sa détermination à faire aboutir les travaux engagés dans la ville avec l'aide du gouvernement de la République. En Namibie, les Namibiens doivent élire un nouveau président et un nouveau parlement le 27 novembre 2024 après le décès de Hage Geingob qui a été remplacé provisoirement par son vice-président. À l'approche de ces scrutins, des électeurs expriment des attentes diverses concernant l'avenir du pays. Certains soutiennent la continuité des politiques du gouvernement avec la SWAPO, le parti au pouvoir. D'autres appellent à un changement dans plusieurs secteurs. Suivez. Dans le contexte politique actuel de la Namibie, où les électeurs expriment un désir de changement, le parti au pouvoir, la SWAPO, cherche à rassurer la population en mettant en avant ses réalisations. Pour les militants de la SWAPO, l'objectif n'est pas de repartir de zéro, mais d'améliorer ce qui a déjà été accompli. Nous ne disons pas que nous allons améliorer ce que nous avons déjà fait. C'est donc la SWAPO pour vous, la SWAPO pour le peuple, et c'est le seul parti qui appartient au peuple. Le parti de l'ère de la libération, la SWAPO, au pouvoir depuis l'indépendance de la Namibie en 1990, se trouve aux prises avec les mêmes frustrations que celles qui ont frappé d'autres partis de longue date dans la région, en particulier en Afrique du Sud. La population éprouve un sentiment de déception dû au fait que les mouvements de libération n'ont pas tenu leurs promesses. Ce qui est évident, c'est que les gouvernements de la SWAPO ont mélangé le bon et le mauvais. Et il y a aussi une chose qui n'a pas été abordée, à savoir la marginalisation des jeunes, la responsabilisation des jeunes. La SWAPO nous avait fait du bien, mais j'ai l'impression que nous lui avons donné beaucoup de temps. Mais nous laisserons les électeurs parler pour eux-mêmes et nous verrons qui l'emportera. En Namibie, le sentiment de désillusion grandit, en particulier chez les jeunes, qui estiment que leurs besoins ont été négligés par le parti au pouvoir. Il en résulte un désir de changement qui reflète la vague plus large de transition politique qui balaie l'Afrique australe. Il est très important d'aller voter parce que le continent tout entier dépend de mon vote et il est si important que je dois voter simplement parce que je veux apporter un changement dans ce pays.
Oui, simplement pour les changements. Nous avons besoin de changements. C'est pourquoi nous votons. Yeah, simply for change. We need change. That's why we are voting. De nombreux Namibiens espèrent que leur vote déclenchera les changements qu'ils jugent nécessaires. I'm just hoping for the change actually because J'espère simplement que les choses vont changer car j'ai l'impression que tout doit changer en Namibie. En particulier l'éducation, elle doit s'améliorer. En fait, je n'ai pas à dire pour quel parti politique je suis censé voter, mais je veux voter pour un changement, oui. Ce désir croissant de changement des Namibiens, associé à la dynamique régionale en faveur de changements politiques, pourrait marquer un tournant décisif pour l'avenir politique de la Namibie. Le soutien à la SWAPO est passé de 87% lors de l'élection présidentielle de 2014 à 56% en 2019. Les élections du 27 novembre pourraient marquer un tournant historique dans le paysage politique du pays si le parti au pouvoir depuis l'indépendance perd le contrôle de la présidence ou du Parlement pour la première fois. Revenons au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, où la ville océane est confrontée à plusieurs problèmes, notamment celui des routes qui sont devenues un casse-tête chinois, d'où l'augmentation anarchique des prix de transport. Et les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Suivez les détails de ce reportage avec Rudy Gloire Maswangi et Merurska Bakotana. Décidément, on a comme l'impression que les conducteurs de bus et les transports en commun foulent au pied les textes et les mesures de l'État, visant à organiser les prix de transport en commun. De plus en plus, une triste réalité a vu le jour dans la ville de Pointe-Noire et cela n'interpelle pas du tout les défenseurs des droits des consommateurs. Bien que conscients du mauvais état des routes, cela ne justifie ni ne laisse pas aux transporteurs le droit d'augmenter les prix anarchiquement. Au lieu de 150 francs CFA, comme l'exigent les textes officiels, le prix de bus est en train de doubler ou tripler. Il est passé de 150 francs CFA à 300 francs CFA et même à 500 francs CFA selon le receveur, même selon les destinations. Après un séjour de travail hors du pays, Bienvenue Mabiala interpelle ses transporteurs et la population qui s'adonne à ce comportement. J'ai souvent insisté et je le reprécise que c'est nous et vous les usagers qui empruntons les bus, qui favorisons ce phénomène d'augmentation des tarifs et des demi-terrains. Un bus qui n'arrive pas à destination, s'il s'arrête, descendez, ne payez pas, attendez notre bus. S'il vous amène à destination, ne payez pas, donnez ce que vous donnez, le tarif c'est 150. Or, quand on a l'hôpital de Luanjili ou bien Mawata ou bien je ne sais pas comment, vous donnez, on encourage le mal, monsieur le journaliste. Aidez-nous aussi en ce sens-là. Mais le syndicat sur la fédération a été de fournir beaucoup d'efforts pour éradiquer ce phénomène. Mais on essaie de faire. Ça va quand même, ça marche. Il y a des périodes, tu sais que les heures de demi-terrain, c'est quand il y a l'afflux des usagers. S'il n'y a rien, tu verras, on va jusqu'au bout. Mais s'il y a beaucoup, maintenant quand c'est comme ça, c'est à nous qui rentrons là-bas, ou on ne rentre pas. Ou on rentre pour ne pas donner 200, pour ne pas accepter des soldes sympathiques, par exemple. Voilà. Si des mesures ne sont pas prises dans un court délai, cette indiscipline des transporteurs en commun transformerait la ville en cour du roi Péto. Que des mesures radicales soient prises, car se laisser aller crée des malaises sociaux au niveau des ménages. On ose juste croire que les personnes habilitées doivent être regardantes, car cette triste réalité prend de l'ampleur. Autre chapitre dans ce journal a débuté le 22 novembre 2024. La cérémonie de clôture du Festival des droits de l'enfant organisé par le REIPER s'est tenue le 23 novembre 2024 à l'Institut français du Congo-Brazzaville, rappelant ainsi la place de chaque enfant dans la société. Un reportage de Michel Opakwele et Bini Bukuta de TPT+, Brazzaville. Dans
danse, chant, théâtre, c'est dans cette atmosphère d'ambiance que s'est tenu le samedi 23 novembre 2024 à l'Institut français du Congo lors de la clôture du festival des droits de l'enfant placé sous le thème « Non à la stigmatisation des enfants en situation de rue ». Organisé par le réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture, REIPER en sigle, ce festival issu de la 35e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant vise à sensibiliser et à promouvoir les droits des enfants en situation de rupture, souvent traités de délinquants, question de rappeler à la population congolaise que ces enfants ont aussi droit à l'éducation et à la protection. Cette journée chez nous, il y a plusieurs utilités parce que nous sommes enfants. Même si après-demain ou aujourd'hui ou après-demain je ne serai plus enfant, mais certains enfants vont en bénéficier parce qu'il y a des enfants qui tournent dans la rue et les enfants qui sont en manque de soutien de famille. Et c'est à cause de ça qu'ils ont fait les droits de l'enfant, ça oriente les parents et nous-mêmes aussi les enfants qu'on puisse connaître nos droits. Ayant droit au logement, à l'éducation et à la protection, chaque enfant a sa place dans la société. Aujourd'hui je suis dans la rue. Je n'ai pas d'avenir et je suis délinquant. Je serai négligé dans la société. Donc j'aurai plus d'utilité envers les gens ne vont plus me considérer, ils vont me prendre pour un délinquant. Alors si je suis envers les parents ou les agents du ministère des Affaires sociales qui me mettent dans un centre, en tout cas là je serai cadré, l'école, donc tout serait pris sur leur charge. Je suis un enfant, j'ai aussi un droit. C'est par ces mots que les enfants en situation de rue, à travers ce festival, qui valorise leurs droits, interpellent la conscience de tout un chacun, car le fait d'être dans la rue ne fait pas d'eux des délinquants. Il s'y est de noter que ce festival a été un moment de partage entre les enfants et les artistes, un souvenir qui marquera leur mémoire tout en rappelant leur place dans la société. C'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal, mais retenez que deux personnes ne peuvent cheminer ensemble sans être accordées au préalable. Excellente soirée à tous et à toutes et bonne suite des programmes sur TPT+, la chaîne du moment. Au revoir.